La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Muriel Bloch reçoit la conteuse et comédienne Isabelle Genlis. Merci à la BNF, merci à vous d'être là. C'est un peu dispersé comme ça. Je dirais peut-être pas moyen de vous ressentir. Enfin, c'est pas une obligation, mais ça fait un peu non. Si voilà, genre oui. En tout cas, c'est un grand plaisir de recevoir Isabelle Genlis, que peut-être certains et certaines d'entre vous ne connaissent pas forcément. Ça m'a amusée parce qu'on s'est retrouvés un peu avant, et moi qui appartiens à ce qu'on appelle la génération du renouveau du conte, c'est-à-dire vraiment les ancêtres, vous voyez, ceux qui sont déjà enterrés. J'avais l'impression qu'Isabelle appartenait, malgré son plus jeune âge, à cette génération dite du renouveau du conte, tant son parcours est riche, je dirais à la fois, c'est un parcours professionnel très complet, c'est-à-dire que tu me diras si je me trompe, je vais un peu vite comme ça pour te présenter, mais ayant déjà une formation théâtrale très jeune, dès 17 ans, conservatoire, Saint-Germain-en-Laye, et puis des rencontres comme on aimerait en faire dans la vie et comme je vous souhaite, c'est-à-dire que la vie, en tout cas, je l'imagine, faite de rencontres, et c'est ces rencontres qui font ce que nous sommes. Et dans le parcours d'Isabelle, il y a eu des rencontres vraiment déterminantes, extraordinaires, puisque par son travail de comédienne, elle a eu la chance de côtoyer, et ce pendant 10 ans, ce qui, dans le monde du conte et de la parole mondiale, en la personne de Sotigui Kouyaté, qui était non seulement conteur, d'abord connu comme acteur auprès de Peter Brook, et également grand maître conteur qui a marqué ma génération, mais également la sienne, puisqu'elle a eu la chance de le côtoyer pendant 10 ans, et quasiment chaque jour. Donc cette rencontre-là, ce serait un rêve pour bien des conteurs aujourd'hui. Ensuite, elle a eu la chance aussi de rencontrer quelqu'un qui est aussi très très important alors pour le renouveau du conte, qui est Bruno de La Salle, lorsque le Clio, c'est-à-dire le Centre de littérature orale, s'est créé à Vendôme, et dès 2011, tu entres au Clio, et même non seulement tu as à un moment donné pris la direction du Clio, à un moment où Bruno passait un peu la main, et puis surtout aujourd'hui cette mémoire du Clio, tu as eu la grande générosité de la conserver en créant un lieu qui est un centre de ressources, que certains, on va en parler tout à l'heure, mais qui s'appelle Calliope, et qui comporte justement bon nombre des ouvrages qui constituaient justement cette bibliothèque à la fois personnelle de Bruno de La Salle, et puis une bibliothèque quand même généraliste, qui ne peut pas rivaliser avec la salle I, soyons-en certains, ça c'est pas possible. Ghislaine n'est pas là, mais en tout cas cette salle I reste ici à la BNF le centre par excellence, par la taille et par la qualité, mais en tout cas la bibliothèque de Bruno et le centre de ressources de Calliope dans le 17e, tu nous en parleras, reste quand même aussi un lieu de ressources pour les habitants, évidemment plutôt parisiens et du 17e arrondissement, puisqu'il est dans le 17e arrondissement. Donc ça, ce sont des rencontres. Et puis, la rencontre aussi, je crois, très importante, c'est celle avec un homme incroyable dont tu vas nous parler, que moi je connais peu, mais dont je connais les ouvrages pour les avoir pillés et ô combien, qui s'appelle Maurice Coyot, et qui est un grand linguiste. Et il se qualifiait, lui, de rapporteur, peut-être, puisqu'il parlait de son collectage sous forme de rapportage. Et donc, ces personnalités qui sont vraiment des piliers pour le monde de l'oralité, que sont à la fois Sotigui Kouyaté pour l'Afrique, Bruno de La Salle pour une sorte de culture générale de l'oralité et de défense de cette oralité du conte à travers le Clio et son travail personnel, et
le travail de Maurice Coyot, qui non seulement déborde le collectage de l'Asie du Sud-Est, parce que tous ces livres que vous voyez là, c'est à la fois des contes qui viennent des Philippines, de Corée, du Japon, jusqu'aux Inuits. Récemment, Isabelle me disait qu'il apprenait l'arabe, donc on va parler de lui. Donc c'est vous dire que pour moi, Isabelle, c'est une personne extrêmement précieuse, et c'est aussi, en qualité d'artiste, quelqu'un qui raconte essentiellement, elle va nous en parler, une culture qu'on connaît mal, qui est cette culture de l'Asie du Sud-Est, qui est sa priorité, son terrain d'amour, si je peux dire ça comme ça. Et enfin, ce qui est une publication toute récente, et on va en parler aussi à l'occasion de cette rencontre, c'est cet ouvrage qui est absolument remarquable, qui est sorti il y a peu de temps, en novembre 2021, qui est un collectage des versions de Cendrillon en Asie du Sud-Est, et les versions sont absolument formidables. Il y a une introduction qui est magnifique, une introduction générale, et puis chacun des contes possède aussi une introduction subjective faite par Isabelle pour présenter les contes. Et c'est précieux aussi, parce que c'est pas juste un recueil de contes comme ça, mais on sent qu'il y a un travail phénoménal autour de ce choix et de cette collecte aux éditions Picquier, qui est un éditeur qui s'est spécialisé, comme vous le savez, plutôt sur les littératures d'Orient, d'Asie, voilà, et c'est pas le premier livre que tu fais avec lui. Bon, c'est le seul que je connais, donc je peux en parler, mais je connais pas Corbeau. Corbeau Marais Signé Blanc, mais c'est un album. Oui, c'est sur l'origine des peuples du Vietnam, l'histoire de référence de la rencontre entre la fée et du dragon, qui leur union donnera une petite poche de 100 œufs. Sans œufs, c'est très difficile le mot œufs. Oui, c'est ça. Hein. Sans œufs, oui. Sans œufs, bah si, avec eux. Oui. mais bon, en tout cas, il aura fallu, je crois, 9 années pour que les œufs puissent se éclater et donner naissance à 50 hommes, 50 femmes. Enfin, moi, ça, c'est la version que j'ai choisie, parce que d'autres ont dit qu'il y avait 100 hommes. Mais moi, je dis non, ça, ce n'est pas possible. C'est donc 50 hommes et 50 femmes. Ces versions-là me plaisaient beaucoup plus. Et au moment où le dragon a dû rejoindre le territoire des eaux pour prendre la suite de son père, il s'est séparé de sa famille. Et comme le père était impatient de récupérer son fils, il a fait surgir des tempêtes, les vagues ont fouetté la terre du Vietnam. C'est que la fée, elle est allée se réfugier au plus près des siens, sur la plus haute montagne. Et certains des enfants ont suivi leur père, et en le suivant, ils se sont tous arrêtés sur certaines terres. Ça a créé les ethnies qui sont plutôt au sud du Vietnam. Et après, ceux qui ont suivi leur mère ont créé les autres ethnies. Et c'est l'histoire donc qui dit que le Vietnam est donc composé de presque 55 peuples qui se sont répartis comme ça sur les terres, les uns suivant leur mère, fille du ciel. Elle était restée sur la terre parce qu'elle avait voulu goûter à la terre, mais la terre pèse, et ça a pesé dans son corps de fée, elle n'a plus jamais pu s'envoler. Une fois qu'il l'a fait, a mis les pieds, ouais. C'est peut-être pour ça que quand dans les contes on dépouille les fées de ce qui fait leur capacité volante, si j'ose dire, et dès qu'on leur enlève leurs plumes ou dès qu'elles sont à poil, quoi, les fées, elles restent sur terre. Si jamais vous voulez approcher une fée, il y en a peut-être encore, il faut la déshabiller rapidement pour qu'elle puisse pas s'envoler, disparaître. Alors, dans ce simple témoignage d'Isabelle, déjà, vous entendez des mots qui sont clés pour elle et qui témoignent d'un travail acharné et qui est le travail, à mon avis, du conteur, c'est-à-dire le mot version. D'elle, Isabelle, je t'ai souvent entendu dire « mais je suis une lente, ça me prend du temps ». C'est une lente dans le sens du travail, parce que moi je crois, que ça... Voilà, alors... J'ai plusieurs questions pour commencer. Alors, une question terrible, tu n'es pas obligé d'y répondre comme ça, mais pour toi, en quoi consiste ton travail de conteuse ? Ça dépend.
Parce que ce que j'ai pas dit non plus, mais bon, c'est que tu as aussi une casquette d'organisatrice d'événements, de travail, de voyage aussi, parce qu'il y a des lieux qui te sont chers, que ce soit le Mandapa à Paris dans le 13e, pour lequel tu es une cheville ouvrière des programmations de contes, de tous les lieux où tu as été invité à raconter, ta fréquentation des musées, et en particulier le musée du Quai Branly, puisque tu as commencé à raconter pratiquement à la création du musée, c'est-à-dire 2005-2006. Hein. Donc cette fréquentation de lieux culturels, de lieux de mémoire, je trouve ça important parce que c'est comment on voit à quel point le conte, on oublie trop souvent dans le plaisir qu'on a à raconter, dans cette exponentialité, je ne sais pas comment dire ça, des conteurs et du mot conte, que quand même le conte est avant tout un objet culturel. Et le travail, je crois, enfin le tien, c'est d'avoir toujours rattaché le conte à cette dimension culturelle. Voilà. Et donc le fait que tu aies raconté pendant longtemps, je crois jusqu'en 2000... pendant 10 ans à peu près, ouais, jusqu'en 2018. Au musée du Quai Branly, c'était vraiment le lieu aussi où le conte trouve sa place. Aujourd'hui, on voit que les conteurs dans les musées... ça paraît comme une évidence, mais ça ne l'était pas au moment où tu as commencé. Voilà, c'est pour vous donner comme ça bon. Alors, c'est quoi le travail en tout cas le tien, comment tu as approché les contes? Tu m'as aussi dit que en fait toi tu fuis et qu'il faut du temps, c'est-à-dire que c'est Sotigui Kouyaté, au moment où tu étais encore une comédienne, qui t'a dit raconte, et qui, à ce moment-là, c'était plutôt lui, homme africain du Burkina Faso, même si parfois il lui arrivait de raconter autre chose que des contes de l'Afrique de l'Ouest, genre des contes zen, des contes philosophiques. Hein. N'empêche que c'était quand même l'Afrique. Toi-même, tu es allé au Burkina, enfin bon. Mais il y a un moment, quand même, le répertoire qui t'a happé, qui t'a ramené à ton histoire personnelle, c'est quand même ces contes, en particulier du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est. Alors, qu'est-ce qui a fait que quand même tu t'es dit ouais, j'y vais? Alors, d'abord, j'aime la littérature, j'aime les histoires. En tant que conteuse, je ne peux pas vous dire, comme d'autres conteurs le diraient, ça me coule dans le sang, j'ai toujours voulu raconter. C'est pas vrai. Ça s'est fait avec l'expérience. Quand Sotigui m'a dit il faut que tu comptes, parce que je pense qu'il y avait une question de voix dans l'affaire, je me disais, mais moi, raconter les histoires, et ça je l'ai appris auparavant avec Alain Knapp, hein, raconter les histoires, le théâtre le faisait, et c'était très bien d'incarner un rôle. En fait, on est porté quand on est comédien. On a en charge uniquement notre partie en collaboration avec les autres et porté par l'idée du metteur en scène. Porté aussi par les scénographes qui font leur travail avec le metteur en scène, par les lumières, enfin, on n'est pas tout seul du tout. Et puis, en travaillant comme ça avec Sotigui, puisque j'étais donc effectivement chez lui tous les jours, donc quand il devait travailler des contes, je le voyais travailler, je l'écoutais, je voyais ses corrections, comment il se... Alors, petite parenthèse qui est aussi intéressante, parce qu'on se fait toujours une idée de l'artiste conteur du continent africain comme un homme de l'oralité pure et dure. En fait, il écrivait beaucoup, Sotigui. Sotigui, il écrivait parce que c'est un support de mémoire, en fait. C'est-à-dire que l'oralité, son support de mémoire, on a intérêt à quand même être très fort hein, pour ne jamais l'oublier. Mais donc, effectivement, oui, il avait son répertoire et puis il pouvait regarder... ce qu'il allait choisir. Après, peut-être qu'en réalité, tous les textes ne sont pas passés dans les mains, mais en tout cas, il avait son recueil à lui, son répertoire. C'était un cahier? Non, c'était des feuilles. Non, c'était très désordonné, par contre. Et il les avait... D'abord, il y avait des versions manuscrites. Il m'avait demandé de lui taper à l'ordinateur, ce que j'avais fait. Moi, j'avais bien ordonné dans un petit classeur avec des feuilles. Oui, tu es une femme d'ordre. Voilà, et puis... donc voilà, donc j'avais tout sauvegardé en essayant mais voilà, tu sais, voilà, c'était... au début, on range bien, pour bien déranger. Oui. Et pourquoi il a dit
la voix VOX. Oui, je pense que c'était ça, mais j'ai jamais su vraiment. Hein. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il fallait absolument que je conte. Il m'a donné, je sais pas si vous connaissez les contes, les petits contes de la savane là dans l'édition jaune. Donc il m'avait donné 2 contes à travailler. Et je me suis arrangée pendant 1 an à ne pas les travailler puisqu'on était en travail sur la pièce Salina de Laurent Godet. Donc, je n'avais pas du tout envie de conter. J'étais très bien dans mon travail de comédienne. Je regardais aussi du côté de la mise en scène qui m'intéressait. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, voilà, si tu n'essayes pas le conte, je te renie. Bon, voilà, on va essayer. Donc, très peu de temps après, ouvrait le musée du Quai Branly, où une amie avait été choisie pour conter pour le continent Asie. Et avec laquelle j'avais précédemment travaillé d'ailleurs et fait avec la troupe une tournée en Corée. Donc c'était quelque chose qui m'était familier en plus de mon attache personnelle à l'Asie. Et du coup, ça s'est trouvé en même temps. Et évidemment, je répète ça à Sotigui qui me dit, tu vois... Donc du coup, j'ai fourni un travail acharné pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait quand on racontait, de comprendre que là, j'étais plus en charge d'un personnage, mais en charge d'une totalité, que la scène, c'était moi-même, que aussi bien la scénographie que les lumières que je voulais donner, que les voix, et en réalité, autant ça pouvait me sembler, vu de l'extérieur, une charge, quand je regardais les autres conter en me disant, mais comment ils font pour... prendre tout ça en compte pour être tout à la fois et en même temps nous laisser complètement libres. Parce que c'est ça, c'est qu'on est tout à la fois, mais on laisse aussi le champ libre aux gens de se raconter l'histoire en même temps que nous la racontons. Et en fait, à le faire, j'ai trouvé que c'était grisant. C'est absolument incroyable parce d'abord, on n'a jamais fini de connaître une histoire. Et plus on la raconte, et plus on la visite, et plus on l'habite, et on va pas forcément habiter le même recoin de la même façon. Enfin, il y a comme ça un parcours. Et puis ce plaisir de recomposer une histoire, d'aller la chercher, de voir d'où elle vient, ce qui la compose, ce qu'on en comprend, ce qu'on pense qu'on va donner. Mm-hmm. Alors, pour t'avoir écouté, et tu l'as dit d'emblée, j'aime la littérature. Oui. Et les textes, je vais parler de textes, à la différence de bien des conteurs, il me semble que tu es quand même très attaché au texte des contes une fois que tu les as travaillés, préparés. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation Ça dépend lesquels. D'accord. Pour des contes populaires, ça dépend lesquels. Quand tu avais entendu Kaguya, c'était un texte effectivement qui était très écrit, qui était maîtrisé. Donc, alors après, c'est ce qu'évidemment, j'ai travaillé avec Bruno de la Salle. Peut-être tu peux dire 2 mots de qu'est-ce que c'est que Kaguya et aussi comment tu es souvent accompagnée de musiciennes vietnamiennes. Ce que Muriel a entendu, c'est l'histoire de Kaguya Hime, qui est le premier monogatari, c'est-à-dire récit fictif au Japon. Il y a donc une traduction disponible qui est celle de... son nom m'échappe. Moi, je l'ai en anglais, alors que ça fait chic de dire ça, mais... René Siffert, merci voilà, Céline. Oui. Et puis après, Maurice Coyot avait eu la grâce... Siffert, c'est chez POF, hein, la princesse Cagouille. Oui, les petits, oui. POF, oui. Et puis Maurice avait eu la gentillesse de me traduire. Mais Siffert était très très proche de la langue japonaise. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu de... Et en fait, je précise ça parce que ce qui est intéressant quand on raconte des contes étrangers, c'est de savoir quelles sont les images qui sont données dans la langue. Parce que l'air de rien, raconter dans une autre langue, les images qui sont données avec une vision différente du monde, puisque c'est ça une langue, c'est une façon d'exprimer une vision du monde. Par conséquent, on ne peut pas forcément la comprendre avec la même image, avec la même façon
c'est pas forcément la même expression, et pour renvoyer au même sentiment, comme diraient les Indiens, eh bien parfois, effectivement, il faut trouver des équivalents. Et pour être responsable de ces équivalents et pouvoir les porter sans se dire qu'on est en train de faire un énorme contresens, il faut savoir de quoi ça parle à l'origine. D'où en tout cas pour ma part, mon grand intérêt à travailler avec des linguistes. Puisque une fois que je sais si je m'accorde à eux ou si je décide de faire complètement autre chose. Après, c'est mon choix, mais je sais à partir de quoi je le fais, ce choix. En fait, c'est surtout ça qui m'importe. C'est de savoir vraiment quel est le matériau de base, sur quoi je m'appuie ou sur quoi je décide de prendre mon indépendance totalement. Parce que voilà. Et question, j'aime bien quand les gens disent sans indiscrétion, avec indiscrétion. Est-ce que Sotigui t'a entendu raconter, il est venu t'écouter? Je m'entraînais avec lui pour mes comptes au musée du Quai Branly. D'accord. Donc en fait, il était trop fatigué déjà quand j'ai commencé à compter. Il était trop fatigué pour se déplacer. Mais je faisais, et c'était bien plus apeurant que d'être devant. D'accord. Et donc Kaguya-hime, qui est que donc après j'ai fixé en le maîtrisant. C'est-à-dire que je suis malgré tout une élève de Bruno de la Salle, qui a un grand amour pour la métrique, de façon à rythmer les textes et aussi à les tonaliser. Et en l'occurrence, je le fais avec une musicienne japonaise qui joue du koto. Et par conséquent, c'est vrai que quand un texte est maîtrisé, c'est tellement plus facile de couler et de se marier avec la musique, surtout quand la musicienne a une écoute comme celle de Fumi Ihara, qui est donc la musicienne qui m'accompagne pour les histoires japonaises. Et cela dit, avec le temps, on finit par oublier ce qui est fixé et revisiter. En fait, c'est pas parce que c'est fixé et c'est pas parce que c'est maîtrisé que je vais pas m'en détacher. Il va arriver un moment de maturité du travail où je vais me dire mais j'ai pas envie de raconter ça comme ça. Enfin, c'est pas pour ça que je vais abandonner mon autonomie en fait, mon indépendance et de farfouiller. Donc en fait, il y a beaucoup. Peut-être qu'au début, moi, ça m'aide cette métrique du texte d'abord à structurer mon récit et à le rythmer, et puis une fois que je suis rentrée dans sa structure, comme ça, à pouvoir prendre une liberté, mais il me faut un temps de maturité, de travail avec le rythme, avec la musicalité, pour qu'après je puisse à la fois rester dans le rythme et la musicalité, mais aussi me libérer, ou parfois y revenir, je ne sais pas. Alors, puisque tu évoques ça, toi qui as passé pas mal d'années au Clio et travaillé avec Bruno, qu'est-ce que ce travail t'a apporté par rapport à ce que tu pouvais faire avec Sotigui? En quoi était-il différent, complémentaire? Comment tu as vécu ce travail avec Bruno? D'abord parce qu'avec Sotigui, c'était informel. Moi, j'ai pas fait de stage avec lui. En fait, j'étais chez Sotigui et je travaillais chez lui. J'étais sur le fauteuil, lui sur le canapé. Et tous les jours, voilà, c'était lire une lettre. Déjà, tu vois, l'apprentissage, c'était lire une lettre, savoir comment cette lettre est-elle structurée. En fait, lui m'a appris aussi à repérer à l'intérieur des textes, mais ça, la philo aide à ça aussi, et le théâtre aussi, c'est-à-dire comment un acte amène un autre acte, comment un acte amène et comment au final il y a les parties. Donc voilà, déjà, il y avait le placement de la voix avec Sotigui, et puis ensuite on est passé à l'histoire, mais c'était de façon informelle, on visitait les contes, dis-le, mâche-le, ne chante pas. Enfin, tu vois, c'était des indications qui tenaient plus d'un renvoi de ce que lui comprenait de ce que je faisais plutôt que des indications techniques. Voilà. Et quand je suis arrivée au Clio, là, j'ai eu des indications techniques extrêmement précises. Puisque Bruno ne cesse de nous répéter, vous pouvez faire les choses une fois, mais tout votre intérêt, c'est de savoir les refaire une fois que vous les avez fait une fois. Et si vous n'avez pas une base technique solide, alors vous allez attendre longtemps avant de pouvoir recommencer ce que vous avez fait une première fois. Donc en fait, avec Bruno... Là, c'est quoi cette base technique, justement? C'est le travail de la métrique, d'abord de la structuration du récit, de comprendre ce récit. On met un temps fou avec Bruno avant de... La grande question, c'est pourquoi tu racontes ça et qu'est-ce que tu racontes? Et dis-le nous en 3 phrases.
C'est juste une épopée qui fait 12 heures, mais voilà. Donc ça, c'est déjà un premier travail pour trouver le sens de ce qu'on raconte et ne pas se méprendre. Hein. Il nous fait vraiment visiter, fouiller, de façon à ce qu'on sache ce qu'on porte. C'est peut-être très simple à dire, mais en réalité, il y a certains récits, c'est extrêmement compliqué à trouver. Et puis ça change au fur et à mesure des années. Alors, si je prends l'exemple de ce récit que j'ai entendu de la princesse Kaguya et que je connaissais, qui est une sorte d'épopée quand même, qui comporte un certain nombre d'épisodes, qui est un récit absolument magnifique. Tu l'as travaillé avec Bruno, ce récit-là? Non. J'ai travaillé après. Avec Bruno, j'ai travaillé un récit qui est le Kim Ban Kyu, qui est l'épopée vietnamienne, enfin le poème épique vietnamien, puisque c'est un poème qui raconte l'épopée d'une femme, mais c'est pas une épopée dans le sens où on peut voir le parcours des autres héros épiques. C'est un poème épique, et donc c'est sur le Kim Ban Kyu que j'ai travaillé pendant 4 ans avec Bruno. Et donc là, le challenge, c'était, ça faisait à peu près 7 heures de raconter, donc moi je voulais pas dépasser 1h15 parce que je trouve que c'est tellement, ce sont des histoires qui sont tellement forte, tellement chargée, tellement dense. Là, on a affaire à une femme qui est vendue, enfin qui se vend pour sauver sa famille du déshonneur et qui va donc être prostituée, vendue et revendue, qui va finir par être sauvée par un grand héros guerrier, et puis elle va devenir héroïne à ses côtés et grande sauveuse du peuple. Et à un moment donné, elle va vouloir faire la paix avec l'ennemi. Elle va conseiller à son époux de déposer les armes. L'ennemi arrive, attendait juste ce moment-là, et donc par son conseil, son époux est tué et elle est à nouveau revendue. Sa famille la cherche absolument partout parce qu'on se demande où est passée cette femme, et on la voit passer. En fait, elle est sauvée par une nonne, donc elle devient nonne. Elle est prostituée, elle est épouse, elle est... Enfin voilà, on a toutes les palettes de la condition de la femme. Et à la fin, elle est retrouvée par sa famille, elle est complètement perdue. Elle ne sait plus si elle est prostituée, si elle est la jeune fille promise et douée et telle qu'elle était quand on l'a connue au début de l'histoire. Si elle sait plus ce qu'elle est dans toutes les vies qu'elle a vécues, donc toutes les palettes et toutes les conditions de la femme. Et elle se retrouve au final en face d'une famille qui lui dit « Juste avant que tu te vendes, tu étais promise à cet homme-là. Alors en t'attendant, il a épousé ta sœur comme la tradition le veut, mais maintenant, il faut que tu tiennes ta parole, sinon dans une vie plus tard, eh bien, tu auras une dette. » Et donc elle va trouver la force de dire « Je vais tenir ma parole », mais laissez-moi tranquille maintenant dans mon esprit et dans mon corps et dans mon âme. Et cet homme-là accepte ça dans une société aussi patriarcale. Cet homme-là accepte ça, accepte qu'elle soit son épouse, mais son épouse, comment on dit, spirituelle, c'est-à-dire son amie, et effectivement fondera la famille avec la petite sœur. Mais en tout cas respectera le choix de cette femme qui, elle, s'adonnera jusqu'à, a priori, la fin de sa vie à la méditation et au fait de profiter de ce qu'est la vie, après tout ce qu'elle a vécu, de ce de quoi on est fait. Et j'aime le terminer en disant, à partir de ce moment-là, elle profite de ce qu'elles sont circulées en elle, le feu, l'air, l'eau. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment le poème épique vietnamien, l'emblème littéraire du Vietnam, récité par cœur par les lycéens vietnamiens encore aujourd'hui, et qui est en plus une vengeance, on peut le dire, vietnamienne sur la Chine, puisque on sait, on connaît l'histoire entre la Chine et le Vietnam, où effectivement les lettrés chinois ont beaucoup investi le Vietnam, et culturellement aussi, et donc beaucoup investi tout ce qui était aussi de la tradition orale. Ça a beaucoup influencé la tradition orale vietnamienne. Mais là, l'auteur, Nguyen Dio, a été prendre un poème chinois, très court, l'a développé selon la tradition, les repères culturels vietnamiens, l'a écrit en homme, qui est donc l'écriture des lettrés vietnamiens, et c'est devenu du coup une vraie révolution littéraire, mais sociale aussi. Et a pris une femme comme héroïne. C'est quelle époque ? 18 ans.
18e siècle. D'accord. Et donc, ça a été une révolution à la fois littéraire et sociale. Et le parcours d'une femme qui est vendue et qui s'assume en tant que prostituée, qui s'assume en tant que nonne, parce que aussi elle se voue, à un moment donné, elle est sauvée par une nonne, et donc elle s'adonne à la prière, et elle va le rester pendant un temps. Elle est maîtresse aussi d'un autre homme. C'est vraiment toutes les conditions. Et je me dis que dans ces textes-là, dans ces textes anciens, il y a quand même beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois, c'est comme quand on visite les Cendrillon. Quand on les visite, on se dit, mais ces textes-là, bon, on peut pas les dater, hein, c'est compliqué. Tout comme le poème chinois, il est quand même très ancien. Mais quand on parle de la modernité des contes, il faut les lire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les survoler. Il faut les. Alors c'est peut-être de notre responsabilité à nous, les conteurs aussi, hein, quand on les fait passer, de les raconter en essayant de. Les Chinois disaient à l'époque de Mao des contes anciens sur un mode nouveau. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment de faire un mode nouveau ? Non. Tu es partie d'une source écrite, donc, de ce poème, dans une traduction qui était... Ah, j'en ai eu plusieurs. C'est ça. Donc, toujours tu... Alors, parce qu'en fait, on a aussi, quand on prend de la littérature orale étrangère... en fait, c'est comme les versions orales. Tu écoutes un conteur, un autre conteur, tu vas avoir 3 versions différentes. Mais en fait, les traducteurs, qui sont aussi souvent des adaptateurs, eux aussi s'amusent à raconter l'histoire. Et en fait, par exemple, pour prendre un exemple du Q, tantôt elle était comparée dans une version avec un lotus, tantôt elle était comparée à une aigrette. Alors, qui a raison ? Donc là, merci Maurice. Dis-moi, Maurice Coyot, il la compare à quoi ? À un lotus ou à une aigrette ? Parce que moi, si j'ai envie de développer une image poétique à partir de ça, j'ai envie de savoir ce que eux avaient dans la tête, pourquoi certains traducteurs ont choisi aigrette, parce que si ça se trouve, il y avait une sensation de légèreté, d'envol qui était là, ou si c'était lotus, parce que c'est quelque chose qui jaillit de la misère. Moi, j'aimerais savoir quel est le sens, en fait. Parce que ces images-là, c'est pas des images gratuites, c'est des images qui ont du sens. Et j'ai envie de choisir celle qui me plaît le plus. Donc, il a dit quoi, Maurice ? Alors, je sais plus, je me souviens plus. Je me souviens plus, mais j'ai encore des mails où il me retraduisait, et quand je comparais, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 traductions dont je me suis servie et qui se contredisaient les unes les autres. Donc, c'est ça aussi quand on travaille une littérature étrangère, avec les traducteurs qui eux aussi s'amusent, font leur travail, et c'est que se contenter d'une seule traduction, à mon avis, ne nous permet pas d'extraire... En tout cas, pour ma part, je préfère avoir un panel beaucoup plus grand, parce que parfois, même si je n'ai pas le fin mot de l'histoire, j'essaye de voir quel est leur point commun aussi. Donc, Mais de toute façon, je pense que même sans parler de langue étrangère, dans la tradition populaire, quand on a affaire... Alors là, c'est plus un récit littéraire et qui, du coup, pose la question de l'écriture, de la langue. Mais quand on a affaire au conte populaire, en règle générale, on regarde aussi les versions différentes pour, à un moment donné, se dire... Bon, ça a l'air d'être une constante. Il faut que je garde, mais ça, je peux peut-être, si lui dit comme ça et elle comme ça. Voilà. Alors justement, il et elle, qui, dans la tradition vietnamienne que tu connais, ta grand-mère était vietnamienne, tu ne parles pas vietnamien parce que tu m'as expliqué qu'en fait, ces différentes langues au sud, au centre et au nord, on ne parle pas le même vietnamien. Donc finalement, tu as acheté l'éponge avec l'idée que c'était vain. Il fallait trop de vie pour trouver un vietnamien du sud, du nord ou bon. Mais dans tes sources, est-ce que tu dis les hommes lettrés, donc influence chinoise,
Et les femmes, alors Alors, déjà, ma grand-mère, née à Saigon, mais pas vietnamienne pure souche, elle. Hein. C'est ma famille qui est donc d'origine vietnamienne. Mais cela dit, et c'est cette famille-là qui m'a ouvert et qui m'a dirigée vers le Vietnam. Mais pour répondre à ta question... Il et elle, oui. Par exemple, ce récit, tu évoques les hommes plutôt pour l'écriture, puisqu'il s'agit quand même d'un poème, et que comment les hommes, dans l'esprit des hommes, racontaient cette trajectoire incroyable de cette femme, et comment une femme d'aujourd'hui, comme toi, pour raconter la trajectoire incroyable de cette femme, est-ce que tu te positionnes en dehors de la question du genre homme-femme par rapport à cette histoire, en la laissant, c'est-à-dire la distance qu'on peut prendre à nous ou est-ce qu'il y a quand même un regard féminin différent Je pense qu'il y a un regard féminin différent parce que, mais l'auteur a quand même eu le culot d'affirmer une héroïne dans un pays très macho, voilà, où les hommes dirigent toute la vie sociale. Il faut savoir aussi que, on en parlait tout à l'heure, dans la vie culturelle, l'influence chinoise a quand même été très forte et pendant très longtemps au Vietnam, ce qui fait que les hommes qui étaient lettrés avaient reçu une culture chinoise. Et en réalité, dans la transmission de la langue et notamment de la littérature orale, des comptines, des contes d'éducation, de ruse, et bien ça s'est conservé par les femmes parce que les femmes étaient des femmes, donc elles n'étaient pas éduquées au même titre que les hommes. Donc elles conservaient la langue. Et c'est comme ça aussi que la langue a pu et que la culture a pu conserver des trésors comme ça, patrimoniaux, grâce aux femmes qui, elles, ont eu la conservation de la langue. Et d'un autre côté, l'apport des lettrés a été un fort apport littéraire. Je ne sais pas si vraiment les Vietnamiens avaient besoin d'un apport de la Chine. J'ai pas envie de me mêler de ça. Mais en tout cas, les femmes, oui, ont eu un rôle essentiel dans la transmission, à la fois de la langue elle-même et à la fois du patrimoine. Alors, et pour raconter cette histoire de femme qui a été écrite par un lettré, parce que c'est donc un poème épique, donc ça fait pas partie des contes populaires. Il y en a une épopée populaire, c'est pas la même. Mais là, cet homme-là a quand même eu. C'est pour ça que c'est aussi une révolution culturelle, parce qu'il a eu le culot de parler d'une femme qui va sur les 3/4 de son parcours être une prostituée. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça peut être. C'est d'une modernité incroyable. D'accord. Alors, de femme à femme, toutes ces cendrillons que tu as choisis depuis des années en les comparant, en les sélectionnant, qui les racontait au Vietnam en particulier, parce que dans ce recueil, il y a des versions absolument incroyables. Et j'aime beaucoup la version vietnamienne que tu racontes régulièrement. Peut-être que tu peux l'évoquer pour nous, sachant qu'on se garde un petit moment où tu nous raconteras, je ne sais pas, ton choix. Hein. Mais quand même, cette version vietnamienne, elle est très étonnante. C'est sûr que les Cendrillons, Nicole Belmont et Elisabeth Lemire ont fait équipe pour en proposer des versions de par le monde. Donc il y en a aussi bien du Maroc que de l'Auvergne, comme de la Chine et du Vietnam. Mais ta version dans ce recueil si formidable qu'il faut avoir dans toutes vos bibliothèques, c'est indispensable. Non, parce que c'est un conte qui, comme ça, on peut, Cendrillon, bon, la maltraitance des femmes, ça va comme ça, mais en fait, on y trouve quand même des figures féminines extrêmement étonnantes. Et c'est pas du tout la Cendrillon de Perrault, de la publicité. Enfin, vous voyez, c'est voilà. Donc peut-être évoque pour nous cette Cendrillon. Le Tam-Tam. Oui. Est-ce que c'est les femmes, les hommes?
Comment est-ce qu'il n'y a pas forcément un répertoire? Alors, comment c'était raconté au moment? Parce que, en fait, des conteurs au Vietnam, il n'y en a plus. Hein. Les contes ne sont plus racontés. Il y a eu la révolution culturelle aussi qui est passée par là. La place de la culture au sein de la société, c'est extrêmement compliqué. Donc, en fait, le conte continue maintenant au Vietnam. Tout le monde connaît cette histoire là-bas, mais ça se raconte en famille. Et évidemment, mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils ne connaissent pour la plupart, c'est exactement la même chose qu'en Europe, ils connaissent jusqu'à la première partie. C'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant. Pour une fête du Tet, qui est la fête de la nouvelle année, le nouvel an lunaire, l'équivalent de ce qu'on appelle le nouvel an chinois, mais les Vietnamiens disent c'est la fête du Tet. Ils nous avaient filmé. Du Tet, c'est pas comme la tête. Non, il n'y a pas de... c'est une tête sans œufs. D'accord. Et ils nous avaient filmé, et donc là, ils avaient l'intégralité. Alors, c'était rigolo, parce que d'une histoire racontée en français, surtitrée en vietnamien, d'une histoire vietnamienne racontée en français, surtitrée en vietnamien, passée à la télé vietnamienne le jour du Tet. Et c'était toi qui racontais? Oui. C'est fort quand même. Donc là, t'étais à Saigon? Non, ils sont venus nous filmer ici. Et après, c'est passé sur les 3 chaînes nationales. Tout le jour du Tet, ils nous ont eu tout. D'accord. Donc là, ils ont eu l'histoire en entier. Et c'est vrai que, évidemment, il y a toujours des gens qui connaissent l'histoire de façon intégrale, mais bien des fois, ça s'arrête au moment où elle rencontre le roi. Ce que nous connaissons avec les versions occidentales, elle rencontre le roi, elle chausse la sandale, c'est une sandale, et elle se marie. Mais la différence, c'est que dans le Tamekam et dans beaucoup des versions qui sont proposées dans le recueil, notamment en Asie du Sud, on notera, c'est-à-dire que c'est un peu le parcours des ethnies, c'est-à-dire au Cambodge, les deux. Au Cambodge, vous avez 2 versions, une Khmer, une Cham. Qui sont un peu sur le même mode, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au moment où l'héroïne rencontre le prince, et ça continue. Et ça continue comment alors, mais ce qui est intéressant pour le Cambodge, et que je veux dire avant de passer au reste, parce que sinon j'oublierais, c'est qu'en fait ce sont 2 peuples d'une même terre qui utilisent tous les 2 comme argument le droit d'aînesse. Et ils ont combattu tous les 2 pour cette terre. Et ce sont les seuls qui utilisent comme argument le droit d'aînesse. Donc après, je reste persuadée qu'un conte est quand même le reflet symbolique de ce que vivent les gens. Parce que là, moi, j'ai cherché partout ailleurs les autres, il n'y a pas d'histoire de droit d'aînesse. Ce sont ces 2 peuples-là, d'une même terre, qui se bagarrent pour cette même terre. Je veux dire, il y a eu des guerres terrifiantes entre ces peuples. Et c'est eux qui choisissent cet argument, c'est fort. Enfin, je veux dire, symboliquement, on voit bien, les autres n'ont pas pris l'argument du droit d'aînesse. Il y avait une plus grande, une plus jeune. Bon, pour en revenir à la deuxième partie. Cette deuxième partie, Tam, brisure de riz, c'est son nom. Voilà, Cendrillon, et Cam, balle de son, ce que l'on donne à manger au cochon, la deuxième fille, mais d'un deuxième mariage, qui est donc aigrie, sous le joug de sa mère, donc aussi aigrie que sa mère, vit avec sa mère dans la maison familiale, alors que Tam, elle, est partie avec son roi, elle l'a épousé, elle vit très heureuse. Mais voilà, au moment de la fête des morts, elle va honorer la mémoire de son père, donc elle rentre à la maison, elle retrouve donc sa belle-mère, que j'ai appelée la femme puissante aux yeux de braise, parce que je ne la vois que comme ça, et la sœur sont là, et elles l'attendent. Et puis, elle se montre relativement accueillante, évidemment, c'est la reine. Et puis, il y a pour honorer la mémoire de ton père, est-ce que tu peux aller cueillir le fruit qui est là-haut? Alors évidemment, Tam veut aller cueillir le fruit pour le déposer sur la tombe de son père, et pendant qu'elle est sur le sommet de l'arbre, la belle-mère coupe l'arbre en disant non, t'inquiète pas, je chasse les fourmis pour qu'elles ne te piquent pas. L'arbre tombe, Tam se tue, et l'autre lui arrache ses vêtements pour les faire passer à sa fille. On suit la tradition, elle va aller épouser le roi.
Le roi ne peut rien dire, c'est la tradition. Il faut qu'il épouse cette fille-là. Il est obligé. Mais ma foi, il n'est pas du tout heureux, il ne l'aime pas, et voilà, il fait son devoir. Mais le Bouddha est là. Alors là, ce que nous, on a dans le merveilleux avec les fées, on l'a dans le merveilleux avec l'esprit du Bouddha, qui, lui, intervient au même titre que nos fées, ou notre noisetier, ou les colombes, qui vient et qui dit, donc on est dans une culture bouddhiste, tu vas te réincarner en loriot, un loriot jaune, et tu pourras revoir ton roi. Et l'âme de Tam investit le corps d'un loriot jaune qui s'envole et qui va contempler son roi et qui dispute la servante quand on traite très très mal le manteau du roi qui vient d'être lavé. Et là, la servante entend la voix du loriot et ça lui rappelle les intonations de sa maîtresse. Alors elle prévient le roi écoute le loriot et il sait que c'est sa femme. Il lui demande de passer dans la manche de sa tunique, ça je trouve ça adorable. Si loriot, si tu es bien ma femme, glisse-toi là dans la manche de ma tunique et le loriot s'y faufile. Donc là évidemment ils ne font plus qu'un tous les deux et l'autre, Cam, qui est donc devenue reine, qui a usurpé la place de sa sœur, se dit mais elle comprend tout de suite. Donc elle n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir faire la peau au loriot quand même, parce qu'il faut récupérer son mari. Et le roi, même s'il est aux anges avec son loriot, il est quand même roi, donc il doit partir en voyage pour les affaires du royaume. C'est un loriot quand même. Alors certaines versions, mais je l'ai laissé dans cette version, mais certaines versions vietnamiennes disent aussi qu'il la met dans une cage en or, mais toutes les versions vietnamiennes ne le disaient pas. Et du coup, j'ai choisi qu'au Vietnam, elle ne soit pas en cage. Je trouvais que, parce que dans d'autres, on l'a, la cage. D'accord. Mais là, je me suis dit, puisque certaines ne disent pas qu'elle est dans une cage en or, on va la laisser un peu libre. Mmh. Et donc, le roi s'en va, évidemment. Cam, balle de son, va voir sa sœur. Elle lui dit, je sais bien qui tu es, et qui que tu sois, tu ne me priveras plus du roi. Elle mange le loriot, elle recrache les plumes, mais le Bouddha est là. Et le Bouddha, évidemment, va faire surgir des plumes 2 arbres. Ces arbres poussent dans un endroit où rien ne pousse jamais. Quand le roi revient de voyage, il voit ces 2 arbres. Enfin, il cherche d'abord son loriot partout, et du coup, il erre dans le jardin, il arrive jusqu'à ces 2 arbres, et il les voit. Et le chant du vent dans les feuilles, alors ça c'est un motif qui est quand même très entre la Chine, le Japon et le Vietnam, c'est un motif poétique en fait très courant, et il reconnaît dans le chant des feuilles la voix de son loriot, et du coup il le comprend, donc il installe son hamac entre les 2 arbres, il l'accroche et il se repose, et l'autre est folle de jalousie, donc évidemment elle va demander à sa mère un conseil pour l'aider. La mère lui dit, tu coupes les arbres, tu demandes un métier à tisser, tu seras tranquille. Et c'est ce qui se passe. Le métier à tisser est donc construit, mais quand elle passe la navette, le métier à tisser parle et lui dit, tu ne tisseras jamais d'histoire d'amour avec le roi. Et donc là, elle sait très bien que c'est sa sœur. Donc la mère lui dit, brûle-le. Et du coup, le métier à tisser est brûlé. Et là, encore une fois, le Bouddha intervient à nouveau, puisque lui, c'est ce que c'est que la réincarnation pour atteindre l'éveil. En fait, c'est ça, c'est un parcours jusqu'à l'éveil. Et on va voir après à quel moment se fait l'éveil. C'est vraiment... l'éveil de la femme, tout comme l'éveil spirituel, en fait, c'est vraiment les deux à l'intérieur de ce conte d'éducation en même temps. Donc, la cendre va s'envoler et il y a un arbre qui va pousser. Alors là, ça fait penser à l'arbre Bodhi du Bouddha, évidemment. Et là, en l'occurrence au Vietnam, c'est un plaque minier, ça dépend des pays. Parfois, c'est des coins, parfois... Et ce plaque minier aura un seul fruit. Le Bouddha prévient. Alors évidemment, c'est toujours le motif du fruit. On finit toujours, souvent dans les versions, par le motif du fruit, parce que le fruit, c'est la matrice, c'est ce qui a les graines, c'est ce qui ensuite permet la transmission, la continuité de la vie. Et là, à ce moment-là, tout le monde va vouloir manger ce fruit incroyable. Le roi, lui, va pas voir, pour une fois, ça pousse trop loin de chez lui, elle a réussi. C'est simplement une vieille femme qui va passer près de cet arbre. Alors cette femme, elle n'est pas reine,
C'est vraiment une femme du peuple, qui a un franc-parler, qui va voir ce fruit et qui va se dire qu'il est tellement magnifique, tellement parfumé. C'est pour le roi. Non, Enfin, ça ne se mange pas. Oui. Et elle lui dit, si tu es un envoyé du Bouddha, il faut que je t'honore. Donc elle va l'honorer. Et à chaque fois qu'elle va sortir de chez elle, du fruit, la jeune fille va sortir et lui faire une maison, transformer sa maison en petit palais. Et quand elle revient, elle retrouve sa maison de plus en plus belle. Un jour, elle décide que ça va bien. Elle veut savoir ce qui se passe en son absence. Donc elle va espionner, elle va rentrer et elle va voir effectivement cette jeune fille sortir de la plaque mine. Et là, elle déchire la plaque mine parce qu'elle veut la garder avec elle. C'est une fée, elle veut garder la fée avec elle. Et elle lui dit, mais qui es-tu? Est-ce que tu es une envoyée du Bouddha? Est-ce que tu es un esprit? Et là, elle lui donne corps, en fait. C'est vraiment, elle la révèle à elle-même. Elle lui donne corps, elle lui dit, je suis Tam. Et c'est grâce à cette vieille femme qui va donc l'adopter. Elle n'avait pas d'enfant, elle en profite. Elle a quand même une fille. Cette vieille femme va continuer à... Elle était vendeuse de thé et de bétel, donc elle continue à faire ses petites ventes au hasard des chemins. Le roi passe par là. Et sa fille, sa Tam, a pris l'habitude de ciseler les feuilles de bétel. Vous savez, c'est ce qu'on mâche, le bétel, ça permet de se désaltérer et de se tenir éveillé aussi. Un peu comme la cola en Afrique. Et le roi va voir les feuilles de bétel ciselées. Et ça faisait partie de la première partie, donc je ne voulais pas raconter. Mais les sandales de sa femme sont brodées avec des ailes de phénix. Et c'est ça qui aura attiré l'attention du roi quand il va trouver cette chaussure qui a été plongée dans un lac. Et il dira, je veux trouver cette femme qui a ses chaussures en ailes de phénix. C'est celle-ci que je veux épouser et aucune autre. Donc évidemment, il la retrouve. Et donc les ailes de phénix, pour eux, c'est extrêmement signifiant. Donc quand il voit la feuille de bétel en forme de feuille, il pense immédiatement à sa femme. Et effectivement, il pose des questions à la vieille femme qui, elle, fait chercher sa fille, ils se retrouvent, et on pourrait croire encore une fois qu'il y a enfin des retrouvailles, tout se passe bien, la sœur va être chassée, et elle va retrouver sa place. Mais non, parce que dans les contes d'apprentissage en Asie, on va jusqu'au bout. L'éveil est fait, mais maintenant que l'éveil est là, comment tu fais pour te débrouiller dans la vie? Elle va rentrer au palais, elle va se trouver face à sa sœur, qui tombe en extase devant sa beauté. Évidemment. Et qui lui dit, mais comment tu fais pour être aussi belle et vivante? C'est magnifique, enfin, tu ferais fuir la mort. Et l'autre, tout d'un coup, là, elle se trouve devant le dilemme. Ou bien, elle est bonasse, et elle est encore une fois tuée, puisque c'est ça qui la guette. Ou bien, elle prend les choses en main. Et elle prend les choses en main. Il était temps, hein. Mais le temps de la réalisation est souvent long. Oui, non, mais c'est parce que ce qui est étonnant dans toutes ces métamorphoses successives, c'est qu'on y retrouve des motifs qui existent de partout dans le monde, sur les fausses fiancées, etc. Mais le temps pris par le conte pour... Et là, on voit qu'en fait, toutes les métamorphoses correspondent à des attentes de la société par rapport aux femmes. Ça, c'est aussi très important parce que le motif du métier à tisser, c'est la brodeuse, hein, c'est celle qui sait. C'est aussi le fait de pouvoir parler. Enfin, c'est tout la symbolique du tissage. Le fruit, évidemment, c'est la fécondité, la transmission. Le loriot, c'est la légèreté, le don artistique aussi, notamment. La voix. Enfin, chacune des métamorphoses est signifiante. Et donc, quand elle retrouve son existence en tant que femme, à nouveau menacée, voilà, elle a le choix. Elle fait un choix qui est de répondre à sa sœur, je me prends une douche d'eau bouillante tous les matins. Et crois-moi, mon existence est renouvelée. L'autre, évidemment, trop contente, fait pareil, dit, il faut absolument qu'on me verse cette eau bouillante sur le corps. Elle le fait aussitôt. Évidemment, elle meurt. Et là, on pourrait se dire, voilà, elle a réglé ses comptes. Mais on a réglé la conséquence, mais on n'a pas réglé la cause. La fille, en fait, c'est une conséquence de la mère. C'est son bras armé, de la belle-mère. Et donc, elle va jusqu'à régler la cause. C'est-à-dire qu'elle dit, maintenant, on va la mettre dans une marmite,
On va la saupoudrer de saumure. Ça, j'adore ce détail parce que je me dis, c'est pour qu'elle perde pas son goût, quoi. C'est pour qu'on reste... Et elle fait livrer cette soupe à la mère. Et la mère mange. La fille. La fille. Et elle retrouve à la fin la tête de sa fille qui, elle, n'avait pas pu être broyée. Et pour moi, c'était se manger elle-même, manger sa propre méchanceté, s'empoisonner soi-même de son propre mal, en fait, de celui qu'on a fait naître. Voilà. Après, il y a différentes fins. Moi, j'ai choisi une fin qui est tout à fait subjective. C'est-à-dire, y a-t-il une victoire au final ou pas ? C'est-à-dire qu'on est allé au bout d'un parcours, mais en même temps, aller au bout de ce parcours imposait que tout d'un coup, on déflore l'innocence, la gentillesse, non, elle est allée au bout d'un parcours, et parfois, pour aller au bout d'un parcours, effectivement, il y a des actes à poser qui font que ces actes-là valent peut-être ceux qu'on nous a posés aussi avant. Elle a appris, elle est allée au bout de se sauver la vie. Donc, y a-t-il... Oui, c'est toute la question aussi qui effraie parfois dans les contes, c'est-à-dire les châtiments. À la fin, on se dit, fallait-il en arriver là ? Bah oui, fallait en arriver là. C'est une vraie question. C'est œil pour œil, dent pour dent. À la fin, il y a quand même un... c'est la survie, c'est l'urgence. Hein, de toute façon, c'était ça où l'histoire n'avait pas de fin et elle ne se réalisait pas dans le fond parce que ce conte-là, il est fait pour que les filles puissent apprendre d'abord avec le mariage. Alors ça, je l'ai dit dans le livre en fait, parce qu'on a souvent reproché à Cendrillon en tant que conte traditionnel, ce que je trouvais regrettable, d'être un conte où, dans le fond, le but c'est une réussite sociale par le biais du prince. Mais non, c'est l'image. Les contes posent des images symboliques. Ces images-là sont signifiantes. En se mariant, elle montre qu'elle est une femme qui est sexuée. Elle s'inscrit dans cette société comme ça. Et l'image du conte, c'est le mariage parce que c'est l'histoire qui est la plus courante et la plus commune. Donc c'est l'image la plus frappante. Les contes fonctionnent par image. Donc, c'est cette image-là. Mais cette image est le prétexte à montrer que cette femme est arrivée à s'inscrire en tant que femme au sein de sa société. Et le repère étant le mariage dans ces sociétés-là, c'est l'image qui est donnée. De toute façon, en général, les princes, les rois qui épousent les Cendrillon, ils n'ont pas grand intérêt. En général. Alors, on note que dans les hommes, moi je remarque qu'ils font quand même leur part du boulot. Oui, enfin, ils ont une part de boulot. Ils sont évidemment moins dérangés qu'elle, mais moins sollicités. Mais d'un autre côté, ils sont tous princes et ils ont besoin de rencontrer cette femme avant de devenir roi. Quand après, dans la deuxième partie, elle meurt, ils sont complètement perdus. Ils perdent leur discernement. On a l'impression, quand on dit, et notamment en Asie, mais bon, il n'y a pas qu'en Asie. L'homme, c'est l'image sociale et la femme régente la maison, mais régente la maison, hein, c'est-à-dire elle ne régente pas le ménage. Elle fait pas laver, c'est pas le problème qu'elle régente la vaisselle et le couvert. Non, elle régente la maison et l'organisation familiale. Il y a beaucoup d'influence. Ce qui fait d'ailleurs que dans certains contes, l'homme est complètement soumis. Dans l'une des versions cambodgiennes, l'homme est tellement soumis à sa femme, à sa deuxième épouse, qu'il en tue sa fille. C'est lui qui la tue. C'est dire la puissance de deux forces en fait qui socialement sont réparties, l'un pour le domestique et l'autre pour le social. Mais ce sont deux forces, voilà. Ouais. Il y a une de mes favorites là-dedans. Parce qu'en fait, il y a deux fins proposées. C'est la version indonésienne, où on pourrait raconter comme ça, mais alors il y a une version vraiment hard, et puis la deuxième, elle est totalement soft. Disant, vous savez, on pourrait la raconter comme ça. Hein. Et j'ai trouvé bien que tu gardes les deux. Justement, je trouvais que c'était tellement incroyable
d'avoir ces deux versions qui sont racontées a priori, d'après... Par la même personne Oui, par la même personne, et puis surtout de façon aussi courante. C'est-à-dire qu'on a vraiment les deux fins. Et il y en a une qui est archi hard, et puis l'autre qui est complètement nickel, tranquille. Ça s'arrange. Alors, de ces Cendrillon, en tout cas, moi que je vous invite à découvrir, on dit souvent aussi que la figure des pères est palote. Ouais. Alors, il y a une version dans le recueil plus international, comme ça. Il y a une version marocaine de Fès qui est absolument géniale pour le père, mais on peut supposer qu'il a le désir de sa fille, mais en tout cas, il n'est pas du tout prêt à se remarier. Il voudrait sans doute la garder le plus longtemps possible avec elle. Mais c'est rarissime quand même que les pères ne meurent pas et soient complètement rapides à se remarier et à se laisser influencer par des secondes épouses. Alors, il y en a un dans la version japonaise, tu vois, à la fin, on voit, c'est dans porte-bol. Ouais. Ah oui, donc là, c'est pas une chaussure, c'est un bol qui est coincé sur sa tête et qu'il faut. Ah ouais, ça c'est. Oui. Et à la fin de porte-bol, on se rend compte que le père a cherché sa fille, que la belle-mère a chassé porte-bol parce qu'elle a un bol. En mourant, la mère a coincé un bol sur la tête de sa fille. Oui. Et elle lui dit. C'est pour te protéger. Sauf qu'elle peut pas retirer le bol, que tout le monde essaye et que du coup la belle-mère voyant ça bien après dit mais c'est pas possible, ce n'est que du malheur. Donc elle chasse la petite de chez elle et donc la petite va errer jusqu'à arriver chez un seigneur dont l'un des fils n'est pas marié. Qui ne s'intéresse absolument pas au mariage. Ça met sa mère en rogne, qui va quand même pas se marier avec ses poésies. Et elle organise des fêtes pour que son fils rencontre... Autre chose qu'une fille qui a un bol dans la tête. Voilà, sauf que lui ne voit qu'elle. Et quand la mère s'aperçoit que son fils, en réalité, la seule femme qui l'intéresse, c'est porte-bol, elle est outrée et évidemment, elle tient des propos honteux. Porte-bol... préfère s'enfuir et Seiso, donc le jeune homme, la poursuit. Il ne veut pas la quitter. Il la poursuit, quitte à rompre avec sa famille. Et quand il essaye de la rattraper, en fait, il tire légèrement sur ses cheveux et ça brise le bol. Et c'est à ce moment-là qu'elle retrouve qu'elle a un kimono formidable, enfin qu'elle est vêtue, qu'elle est parée. Et là, il va la présenter à la mère qui, effectivement, du coup, oh, mais... tu étais une princesse cachée. Et ça se fait. Et à la fin de l'histoire, elle va remercier parce qu'elle a pesté plusieurs fois pendant l'histoire en disant « Ce bol ne me porte pas bonheur, ma mère ne m'a pas fait un cadeau, au contraire, ça m'empêche de vivre. » Et à la fin, elle va voir cette grande déesse qui a présidé à sa naissance, d'ailleurs, puisque ses parents avaient du mal à avoir un enfant, donc ils avaient prié Kanon. À la fin, elle retourne voir Kanon pour la remercier. Et elle retrouve son père, qui prie aussi Kanon pour retrouver sa fille. Et là, je me dis, quand même, à la fin de l'histoire, il est là. Il est là et il est seul. Il a a priori quitté le foyer pour partir à la recherche de sa fille. Donc, même si c'est quand même très discret, oui, elle lui manquait. Il est venu. Donc toi, tu dis très joliment, les Cendrillon sont les harmoniques d'un récit universel et de fascinants emblèmes de la condition féminine. Chacune d'elles nous ouvre les portes sur une part secrète de nous-mêmes. C'est beau, c'est bien. Peut-être on quitte... en fait... Tu as raconté, en général dans nos... Enfin, c'est pas, il n'y a pas de général d'ailleurs, mais souvent, comme moi je demande, on raconte à la fin, comme là on a eu quand même une belle nourriture de Cendrillon. Hein, je ne vais pas te demander de raconter, j'ai pas ma montre avec moi, mais l'heure tourne, j'ai pas pris ma montre. Je ne sais pas quelle heure il est, mais j'avais envie quand même que tu nous parles de façon alors plus, je dirais... prosaïque un peu, de ces activités que tu mènes
quand tu ne racontes pas irrégulièrement et dans des lieux divers. À la fois, ce lieu de Calliope, comment tu l'envisages? Quel est peut-être son avenir aussi? Est-ce qu'il va rester dans cet endroit? Alors, voilà. donc Calliope, on a fondé Calliope lors de la fermeture du Clio pour pouvoir conserver intact en fait le fonds documentaire du Clio, c'est-à-dire non seulement la bibliothèque mais également les archives, parce qu'on partait du principe que ce fonds documentaire a été construit en même temps que le projet du Clio, donc ça avait un sens de conserver les archives avec. Donc ça a été voté en conseil d'administration. Donc voilà. Donc après on a cherché un lieu et on a trouvé un lieu dans le 17e arrondissement, dans le quartier des Épinettes, qui est un quartier politique de la ville. De notre côté, c'est extrêmement compliqué de trouver des lieux, d'autant qu'à ce moment on n'avait absolument aucune subvention. D'ailleurs, on n'en a toujours pas pour le fonctionnement. Donc on a un petit lieu, mais dans lequel on essaye de faire tenir les livres. Alors d'abord, au départ, on a démarré avec le fonds du Clio. Et puis après, on a des auteurs qui nous offrent régulièrement toutes leurs parutions, n'est-ce pas, Muriel? On a des éditeurs qui nous les envoient et on a des bibliothèques qui, lors des tris des fonds comptes, nous envoient des énormes cartons. C'est qu'en fait, le fonds, là, il a, je ne sais pas, Céline qui s'y intéresse aussi, on a un bon tiers supplémentaire maintenant qui est arrivé et on est en train de démarcher pour ouvrir un deuxième lieu où en fait on séparait du coup le fonds jeunesse de l'autre fonds et puis avoir aussi une plus grande salle de façon à pouvoir accueillir plus facilement, plus simplement, parce que effectivement notre littoral, on a déjà tenu à 45 à l'intérieur en se serrant beaucoup, mais on est quand même très très serré et puis le Covid est par là, donc il faudrait qu'on ait un peu d'aération. Mais donc ce qu'on essaye de faire pour Calliope, c'est dans la mesure où nous n'avons pas de subvention de fonctionnement. Alors le fonctionnement, ça veut dire le loyer, ça veut dire le chauffage, ça veut dire du personnel pour entretenir cette bibliothèque. Pour le moment, on a des valeureuses bénévoles. Alors Céline Murcier, que je tiens à remercier, qui nous a fait revivre le catalogue numérique, qui cote et recote tous les ouvrages qui nous arrivent ou qui ne sont pas encore cotés, pour que ce soit pour qu'on sache que d'abord c'est dans le fond et pour qu'ensuite il soit repérable dans la bibliothèque quand on vient pour consulter. Qui nous fait des pages thématiques correspondant à certaines préoccupations. Alors l'année dernière, on avait ouvert la page sur La Fontaine parce que la mairie du 17e accueillait une exposition sur La Fontaine, donc on s'était dit que c'était le moment de faire ça. Avant, c'était Le Petit Chaperon Rouge. On a fait Les 1001 nuits lors de la sortie du coffret de Bruno sur le récit de Sherazade. Là, du coup, cette année, on est en train de réfléchir, mais on va probablement tourner autour d'un sujet qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui, puisqu'en plus, il y a l'opéra, en ce moment, le ballet à l'opéra, pardon. C'est un sujet qui, en ce moment, c'était pas volontaire, hein, ça s'est trouvé comme ça, hein, c'était pas calculé. Mais, et puis, du coup, on essaye de développer autour, d'autant que nous sommes dans un quartier politique de la ville, on essaye de développer la visibilité du conte, alors dans ce quartier, mais pas que. On en parlait tout à l'heure avec Muriel, les conteuses et les conteurs du renouveau du conte ont absolument tout balayé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, aucun des territoires n'a échappé à leurs paroles. Ils ont investi tous les champs avec le conte. Moi, je suis la génération d'après, donc nous, on est derrière, on regarde ce travail absolument phénoménal, et c'est à nous de le réinvestir. Alors après, il y a des endroits où c'est resté très très vivant, très très vivace, des endroits où ça a continué à se créer, et des endroits où ça s'est... Voilà, il y a eu trop de changements, ça dépend aussi dans les quartiers politiques de la ville, vous savez que socialement, c'est toujours un peu délicat. Et il y a beaucoup de changements dans l'évolution de ce type de quartier. Tu dis tous les champs, comme on est à la BNF et qu'un certain nombre d'entre vous sont aussi bibliothécaires, c'est vrai que les bibliothèques ont joué un rôle primordial, mais
J'ai l'impression, en tout cas, que il faut quand même tenir. C'est pas gagné vraiment encore. Enfin, on fait tout pour. Quand je dis on essaye à travers des formations ici, entre autres, mais que ça soit pas une activité comme ça. Parallèle, mais une activité fondatrice, oui. Vraiment pour la bibliothèque. Et je pense qu'au moment de ce renouveau, il fallait effectivement se dire que le conte devait être partout parce qu'il fallait que la contamination soit là et qu'on puisse dire que le conte c'était pour tout le monde, aussi bien pour les tout petits, dans les crèches que dans les prisons, que dans les jardins. Alors évidemment ça nous a pris beaucoup d'énergie, que ça soit aussi reconnu à la radio grâce au travail, mais il y a des années, maintenant ça n'existe plus. On a des parties éteintes, je dirais, des foyers qui avaient été allumés, qui se sont éteints, qu'il va falloir, à votre génération et celle d'après, ne pas laisser en cendres. Et puis, il y a des lieux étonnamment confus, c'est-à-dire où tout à coup le conte se mélange à bien d'autres choses et du coup perd peut-être de sa spécificité comme étant quand même une dimension culturelle bien particulière qui ne se mélange pas forcément avec le théâtre, avec... et c'est ça aussi qu'il faut refaire pâter auprès de certains publics, tu vois. Alors évidemment, nous on essaye de le faire là où on est, dans le 17e, dans ce quartier politique de la ville, qui sont donc des quartiers défavorisés, éloignés de la culture, mais de toute forme de culture, hein, pas que du conte. Par ailleurs, on est quand même... soutenu par la mairie du 17e qui apprécie les projets, donc qui nous a ouvert l'année dernière un premier festival dans l'ensemble du 17e, mais c'est un festival modeste, très modeste, tout est fait un peu à la force du poignet, mais ça commence. Donc voilà, on continue, on essaye à chaque fois d'améliorer les conditions, mais de toujours rester en proposition. Et d'investir l'espace à chaque fois qu'on le peut, quand il y a des appels à projets, par exemple dans les crèches, de dire si le conte a aussi sa place ici. Le fait est qu'a priori, quand l'appel à projet a été conçu, on est les seuls en compte à y avoir répondu. Tu vois, enfin c'est donc du coup essayer à notre mesure, et puis après pour le développement de Calliope, essayer de tenir sur ces projets, alors, ou de les rendre pérennes, ou d'en essayer d'autres pour voir si ça fonctionne mieux, ou d'essayer de voilà. Pour le moment, on a des petits moyens de fonctionnement qui nous demandent beaucoup d'efforts, aucun salarié. Mais justement, peut-être que c'est ça. et surtout, dans la mesure où on est dépositaire de ce fonds, faut le faire vivre. C'est-à-dire que bien souvent, on voit lecture de contes, mais non. Ce fonds-là, justement, c'est ce qui permet aux conteurs de rebondir et de créer. Et nous, ce qu'on veut, c'est de... Alors, est-ce qu'il y a une fréquentation justement des conteurs? Parce qu'une des difficultés ici, quand même, avec le fond de la salle I, qui est absolument remarquable, on constate quand même qu'il n'y a pas une grande consultation justement des conteurs. Il y a des gens dont vous êtes dans le même cas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour alerter sur le fait qu'il y a quand même des lieux ressources importants et que... on a besoin de cette nourriture et de ce travail qui accompagne ce métier qui est aimé de beaucoup de monde aujourd'hui. Alors on réfléchit avec Céline justement, c'est des problématiques qu'on essaye de tourner dans un sens, dans un autre. Nous on avait abordé les pages thématiques justement en se disant que peut-être ça pouvait attirer des gens. Céline, tu fais des classements avec les nouveautés, dans le catalogue en ligne. C'est aussi la raison pour laquelle on aimait, avant le Covid, organiser des choses, mais qui étaient modestes, mais les organiser quand même dans la bibliothèque. C'est-à-dire pour que les gens qui viennent voir les conteurs puissent se rendre compte de la richesse qu'il y a autour d'eux et qu'on puisse sortir, nous, à la façon dont vous l'offrez aujourd'hui, en disant, voilà, c'est inspiré de tout ça. Alors peut-être qu'après, quelqu'un d'autre va se dire, moi, dans ma recherche, je vais pouvoir venir
ici et puis travailler avec les ouvrages qui sont là. Bon, on a dû l'arrêter. C'est vrai que les conditions sont pas idéales. Pour être au-dessus des gens, on monte sur un escabeau. Bon, voilà, c'est notre lieu est petit, mais en même temps le faire vivre, même si c'est en toute modestie, le faire vivre et par la voix qui donne la vie aux ouvrages. Alors que les ouvrages donnent la vie après ce qu'on peut raconter, c'est quelque chose qui nous plaisait dans le principe. Ce qu'on espère, c'est effectivement pouvoir avoir un espace plus grand où on puisse déplacer le littoral, puisque c'est comme ça qu'on a nommé la bibliothèque, où on puisse déplacer le littoral de façon à pouvoir accueillir un plus grand nombre de personnes et pouvoir organiser des racontés qui seront plus confortables et pour les conteurs, parce que c'est difficile de proposer ces conditions-là. Voilà, on aimerait proposer des conditions qui soient plus confortables. Et aussi pour le public, parce qu'on est assis les uns sur les genoux des autres. On ne peut plus trop le faire en ce moment, mais voilà, ce qu'on voudrait, c'est continuer à développer ce fonds qui est comme un peu un conservatoire, en fait, aussi de la littérature orale, de façon à ce que oui, c'est un vrai patrimoine qu'on aimerait pouvoir conserver et faire vivre. Alors, le projet est en développement toujours par les événements, par certaines conférences ou certains débats. Voilà, au fur et à mesure des possibilités, on découvre, ça fait 3 ans, qu'on essaie de faire vivre, de s'orienter, de tâter ce qui est possible, ce qui l'est moins, là où il faut attendre un peu plus. On sait bien que les choses se construisent aussi avec le temps. Mais en tout cas, on est content d'avoir réussi à être soutenu par la mairie du 17e arrondissement, qui a vu tout l'intérêt, alors que le compte n'était pas du tout inscrit dans l'arrondissement, et qui a vu tout l'intérêt et qui soutient vraiment, qui nous aide beaucoup. La proposition d'un festival, même s'ils ont voulu l'appeler festival, bon, c'est sur un mois, c'était le dimanche, mais en tout cas pour eux, ça a été une véritable action ouais. en faveur de ce qu'on voulait développer. Et je pense que ça, on peut le... Voilà, quand ils ont fait la page sur La Fontaine, ils ont été très très contents. Ça soutenait leur exposition. Enfin, voilà, on sent qu'ils accordent de l'intérêt, un intérêt croissant. Croisons les doigts pour que ça continue. Oui, voilà. Alors si jamais comme ça un peu dans le couloir, juste. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.